passer au direct. Connexion excellente. On est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir William. Bonsoir, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Ça va William? T'es chaud? Ça va tranquille, hein, avec mes petits problèmes de santé, ça va tranquille, on va dire. Bon, ok. Si je vomis pas, tout va bien. Bon, alors on est parti sur une petite heure de présentation sans compter les questions sur ce qu'on appelle les papyrus de la mer Rouge et plus précisément le papyrus de Merer qui ont fait grand bruit il y a de ça quelques années. Alors je sais plus, il y a 3 4 ans, un truc dans le genre. Tu nous diras peut-être sans doute. Et c'est un document qui est censé décrire l'acheminement de blocs de calcaire de Toura sur le site de Gizeh, supposément, selon les historiens, les archéologues, les égyptologues, utilisé pour le parement de la Grande Pyramide. Entre autres. Voilà. Bien évidemment, pour les historiens, les archéologues, c'est une preuve supplémentaire de l'attribution de cette pyramide à Khéops. Et pour on va dire, les alternatifs, c'est pas spécialement une preuve de plus. On ne sait même pas si ces blocs ont servi au parement ou au mastaba à côté, ou si c'était éventuellement juste une rénovation. Voilà un peu le topo de ce truc-là. Et on va rentrer plus en détail avec William, ta présentation, que bah, je te laisse démarrer d'ores et déjà. Je vais saluer les gens dans le chat qui arrivent tranquillement. Donc voilà, je salue Domenico, Jérôme et tous les autres. Et on va rentrer dans le vif du sujet tranquillement. Bon, les gens, ils ont à peu près, je vais leur donner 5 minutes pour arriver. Je vais te laisser commencer une introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Donc l'introduction, ben, c'est suite à mes recherches sur les glyphes. Alors d'abord, je vais commencer, avant de dire une bêtise. Pour tous les gens qui verraient cette émission sans avoir vu l'acte numéro un, le glyphe de Khufu, enfin le cartouche de Khéops, que j'ai fait sur Monde Mystérieux. Alors je vous conseille vivement de regarder la première émission, l'acte 1 avant, et regarder celle-ci après, parce que c'est vraiment une relation très intime, on va dire. Oui, et je précise qu'on on a fait ensuite un petit débrief là sur la chaîne L'Apprentissage. On a fait un petit débrief aussi de tout ça où on a reparlé de certains éléments qui concernaient la pyramide de Khéops. Donc pareil, je vous invite à aller voir tout ça. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux, ça va vous aider à mieux comprendre. Et on va poursuivre tout ça. Ouais, moi je pense que c'est vraiment primordial de voir les deux, et de voir l'acte 1, bien sûr, avant l'acte 2, c'est plus logique. Et puis c'est comme ça que j'ai travaillé, donc pour comprendre un petit peu le déroulement de mes pensées, voilà, ça, je trouve que c'est plus cohérent, on Ok. va dire. Alors j'ai juste salué tous les nouveaux arrivants, juste pour tous, Seb. Je vais quand même faire un petit résumé de bah, ce qui a été dit dans l'acte 1. C'est que, en gros, par rapport à la polémique qu'il y avait Bah, sur l'attribution de la j'ai pyramide. un slide Pardon? pour. J'ai un slide pour, en fait. Ah bah parfait, bah je me tais. Non, mais tu Salut, pourras le faire salut pendant le slide, JC. mais comme je l'ai préparé, c'est con, quoi. Alors je salue JC et je précise, le disque de Sabou, je te l'envoie sous peu. Voilà, j'ai été très peu sur Internet ces temps-ci. J'ai ton adresse, je t'envoie le disque de Sabou que tu as gagné il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, le disque il est là, je te l'envoie très très prochainement. Petit vénard. Et puis à toi William. Donc le journal de Merer, c'est bon, Fais j'attaque. vas-y. Donc là, vous voyez, je l'ai écrit hibou bouche, donc le son M, le son R. Sauf que normalement, on devrait l'écrire hibou bouche bouche. Enfin, c'est comme ça que Pierre Tallet l'écrit. Et moi, je l'écris MR, donc hibou bouche. Donc je vois le MER. Donc là c'est la phonétique. Donc voilà le slide qui explique un petit peu la suite. Donc si tu veux en parler, toi, Fred, de ce que tu as retenu. Alors moi ce que j'ai retenu de ça, c'est que tout simplement nous avons dans la chambre de décharge, enfin pas dans toutes, hein, je ne sais plus laquelle c'est. Dans les trois dernières. Voilà, les 3 dernières. Nous avons un paquet de hiéroglyphes
qui Dans les 4 indique dernières, 21 dans les fois 4 les dernières. 3 noms de Khufu, qui indique des numérotations, des remarques, qui font très fortement penser à des inscriptions zut, qu'on appelle ça, des carriers. Des carriers, des Voilà. transporteurs ou des tailleurs de pierre. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a aucune polémique sur le glyphe de Weiss, faux ou pas faux. Déjà, il n'est pas faux. Et en plus, il y en a 21. Donc, voilà, cette pyramide est bien marquée. On a des glyphes qui disparaissent derrière la pierre. On a qui sont à l'envers dans tous les sens. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a aucun doute à avoir sur. Surtout si on utilise le rasoir d'Occam. Il n'y a aucun doute à avoir sur ces glyphes-là. Et du coup, une attribution de cette pyramide à un mec qui, a priori, s'appelait Khufu. Voilà. Voilà. Un roi de la 4e dynastie de la Basse-Égypte. On retrouve ces 3 noms, c'est important. Son nom abrégé, Khufu, il protège. Son nom royal, Kun Khufu, que Kun me protège. Et son nom d'Horus, Horus Medjadou. Ça, c'est important parce qu'on va les retrouver partout. Ok. Donc, cette découverte, elle est de 1837. Donc, depuis 1837, normalement, on sait que cette pyramide a été construite par un certain roi Khufu. Il y a même des marques de carrière, hein. Il y a des marques de groupes de travail sur les groupes. Juste une petite parenthèse, personne Ouais. ne se plaint du son, mais je vais quand même poser la question. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Voilà, on va continuer, mais a priori, il n'y a pas de problème, sinon on nous l'aurait fait remarquer. Normalement, on est au top là. Vas-y, je te laisse poursuivre. Ok. Alors, je vais commencer par une locution latine. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Persévérer dans l'erreur, bien entendu. Donc, les papyrus de la mer Morte ont été trouvés à Wadi el-Jar, dans le golfe de Suez, et à 150 km à peu près de Gizeh. Il était trouvé, alors tu vas me dire, Fred, si tu as bien retenu ma leçon sur l'acte 1, te souviens-tu quel est ce glyphe? Zut, quel est ce glyphe? Je sais plus. Celui-ci, là, le petit pont d'Avignon, là. Je sais plus. C'est une date. Ok. Donc, c'est la valeur 10, Ah oui, oui, exact. C'est bon. 10 unités, et un bâton, une unité. Donc là, on 13, et ça, c'est le glyphe pour 1000. Donc, le papyrus a été découvert en 2013. Ok. Voilà. On dirait une Il a été guitare un peu, découvert hein, par le l'équipe de truc. Pierre. On Pardon? dirait une guitare un peu le truc, hein, mais bon. Passons. Ouais, mais tout, on dirait une guitare Nefer, on dirait une guitare. C'était des mélomanes de dingue, ces gens-là. Donc, c'est par l'équipe de Pierre Tallet, un Français. C'est un site donc au bord de la mer Rouge et qui est daté de la 3e et 4e dynastie. Ok. Donc, c'est un site, donc c'est un ancien port pour les expéditions sur la mer Rouge. Donc, on a trouvé plein de petites cavités sur un énorme piton rocheux. Il y a plein d'énormes cavités qui sont creusées dans la colline. Ils étaient tous fermés par des blocs bouchons. Ils appellent ça des herses, mais j'arrive pas trop à comprendre le terme, donc il faut que je me renseigne. Moi, C'était j'appelle des ça des blocs tombes? bouchons. Là, ils disent des herses. Et sur la plupart des blocs, il y a déjà le glyphe de Kum Khufu. C'était des tombes, ces Voilà. lieux-là, ces cavités? Non, c'est des magasins, j'allais y venir. Ce sont des magasins, donc c'était un port qui servait occasionnellement, donc on partait 2 fois ou 3 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Donc ce port, on ouvrait toutes les cavités, on sortait les amphores, on sortait les cordages, on sortait tout le matos pour les bateaux, tous les amphores pour mettre l'eau potable, par exemple, à bord. Et quand il n'y avait pas d'expédition, on fermait toutes les cavités avec les blocs bouchons, on remettait du sable dessus pour pas que les voleurs viennent voler tout le matériel. C'était une façon de camoufler ce piton rocheux, c'était une façon de camoufler tout le matériel. Donc on a retrouvé sur site une grande digue, la photo en bas à gauche, une énorme digue où les bateaux devaient amarrer, plein d'encre marine, des magasins avec des encres, des amphores avec des noms liés à Khufu. Enfin, il y a beaucoup, voilà, 3e, 4e dynastie, avec déjà sur place pas mal de marques au nom de Khufu, enfin de Kum Khufu. Ces galeries ressemblent un petit peu à ça, ce sont des tunnels.
Elles font à peu près 2,50 m de hauteur sur 3 mètres de largeur. Et on y a trouvé les fameux papyrus, dont le journal que voici. Alors, les papyrus sont notés en hiéroglyphes et en hiératique. Vous savez, la façon abrégée des hiéroglyphes. Oui. Le journal numéraire, lui, est marqué en hiéroglyphes. Donc, il est daté, ce journal de bord. Parce que c'est un journal de bord. Hein, c'est le mec qui raconte vraiment on part tel jour, on va à Toura, on revient, on repart. Il raconte pas sa vie. C'est vraiment c'est très militaire, on va dire. C'est très administratif. C'est un papier pour prouver sûrement à son chef qu'il a bien fait le boulot et surtout pour être énuméré en conséquence de cause. Donc tout est minuté, on va dire. Donc, il est daté du 13e recensement du petit et grand bétail d'Horus Mediadou. Donc, on retrouve encore le nom d'Horus de Khufu. C'est égal à peu près à la 26e ou 27e année du règne de Khufu. Alors, on ne sait pas si c'est 26 ou 27, parce qu'on ne sait pas si Khufu, au début de son règne, a fait un recensement, ou alors s'il a pris le recensement de Snefru, son père. Donc, c'est pour ça qu'on dit 26 ou 27. S'il a fait le premier recensement la première année, ça sera 27. Et s'il a pris celui de Snefru, ça sera 26. Ok, je fais juste une petite une précision et puis une question. La précision, c'est que donc le terme de pharaon, c'est un terme grec. Hein. En fait, ces rois-là, on les appelait pas des pharaons, on ne se faisait pas appeler des pharaons, c'était plutôt, on les appelait des Horus, tout simplement. C'est le terme le plus adéquat, on dirait. C'est pour ça qu'ils ont tous un nom d'Horus, en fait. Un nom d'Horus. Ce serait plus adéquat de dire les Horus que les pharaons, même si ça me paraît bizarre comme ça. Donc ça, c'est pour la petite anecdote sur Horus. Et ma question, c'est est-ce qu'on a daté, est-ce qu'on a pu, ou je ne sais pas si c'était fait, les papyrus au carbone 14? En Alors plus moi, de... j'en ai aucune idée. J'ai cherché. Ok, Excuse-moi. ok. J'en ai aucune idée. C'est pas marqué dans le rapport de Pierre Tallet, donc j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Le site est daté parce que une céramique de la 3e, 4e dynastie ne ressemble pas du tout à une céramique de la 8e dynastie, par exemple. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est typique. Un archéologue de métier, il regarde une céramique, il dit ah oui, ça peut pas être de telle époque. Les dessins, voilà. Ok. Donc moi, je me suis intéressé au journal numéraire, et pas spécialement à tous les écrits. Il y a des pièces comptables, par exemple. Donc le journal numéraire traduit, ça donne un truc un peu comme ça. Ça fait, je vais vous en lire un petit bout. L'inspecteur Méraire passe la journée avec sa filée. Alors sa filée, au début, c'est traduit au féminin. Mais en fait, il s'est aperçu que c'était masculin. Il y avait un glyphe qu'il ne connaissait pas. Enfin, je ne sais pas exactement comment dire, hein, mais c'était mal traduit. Donc c'est masculin. C'est plutôt son fil que sa filée. Donc un fil, c'est une section de 4 fois 10 personnes. Donc 40 hommes. Okay. Donc Méraire avait 40 hommes sous ses ordres pour aller les blocs de Toura au plateau Gizeh. Donc Méraire passe sa journée avec sa filée à aller des pierres de Toura Sud, passer la nuit à Toura Sud. L'inspecteur Méraire appareille avec sa filée de Toura Sud chargée de pierres pour Aket Khufu, donc l'horizon de Khufu. Passer la nuit à chez Khufu, la piscine de Khufu. Embarquer depuis chez Khufu, donc la piscine de Khufu, naviguer vers Aket Khufu, l'horizon de Khufu. Chargé de pierres. Passer la nuit à Aket Khufu. Jour 28, appareiller de Aket Khufu le matin, naviguer en remontant le fleuve vers Toura Sud. Jour 29, l'inspecteur Méraire passe sa journée avec sa filée à aller des pierres dans Toura Sud. Passer la nuit à Toura Sud. Jour 30, l'inspecteur Méraire passe la nuit avec sa filée à aller des pierres dans Toura Sud. Passer la nuit à Toura Sud. Et ça s'enchaîne comme ça. Donc il raconte toutes ses journées de travail avec son fil. Donc en gros, un aller-retour, c'est 4-5 jours. Pardon ? Un aller-retour, c'est 4-5 jours. Alors, il compte 2 allers-retours tous les 3 jours à peu près. Ok. Voilà. Parce qu'il y a des jours où ils dorment sur place, parce qu'ils ne peuvent pas arriver assez tôt. Donc ils dorment ou à la piscine de Khufu, ou ils dorment à Toura, parce qu'il faut qu'ils chargent. Les mecs, ils chargent les blocs aussi. Ils chargent et déchargent les blocs. Les 40 personnes sont là pour naviguer et charger et décharger. Ok.
Et on a à peu près 3 mois en tout, on a 3 mois d'aller-retour comme ça. Donc voilà, pour situer un petit peu, comme je vous l'ai dit, on a à peu près, le papyrus a été trouvé à peu près à 150 km au sud-est. Et là, on est à peu près le Toura nord, Toura sud, on a à peu près une quinzaine de kilomètres du plateau glisé, à peu près. Alors, il faut savoir que les carrières de Toura, c'est pas deux carrières poum poum comme ça, hein. C'est 7 km de carrière. Ok. 7 km de carrière qui ont été exploités assez longtemps. On remarque dans la carrière de Toura que on a des coupes de pierre qui sont à peu près de 2 coudées. À chaque fois, on a des marques encore dans les murs qui restent. On sait que les blocs faisaient à peu près 1 mètre de hauteur dans sa globalité. On a retrouvé sur place. Alors malheureusement, les archéologues de l'époque n'ont pas pris le soin ni de noter ni de photographier l'artefact qu'ils ont trouvé, mais ils ont trouvé un bloc de pierre noté encore sur son traîneau. Ok. Voilà. Et malheureusement, la zone est fermée. Elle est même fermée aux archéologues. On ne peut plus y aller du tout parce que c'est une zone militaire. Ils profitent des carrières de Toura pour stocker leur matériel. Voilà. Ça évite de mettre des hangars, on stocke là-dedans. Et donc les archéologues ne peuvent même plus aller là-bas, malheureusement. Donc voilà, une fois remis au propre, le boulot de Pierre Tanet, enfin, je vous le dis, c'est un boulot remarquable. Alors, moi, j'ai zoomé dans le papyrus pour décrypter les glyphes. C'est vraiment, faut vraiment être du métier. Hein. C'est vraiment un métier de dingue. Donc voilà, mis au propre. Donc moi, j'ai vérifié bien sûr les glyphes. Si au moins la retranscription était la même que les glyphes d'origine, effectivement, il n'y a aucun souci. Donc j'ai commencé par chercher tous les noms de Khufu qu'il y a sur le papyrus, sur le journal de Merer, pardon. Donc là, en rouge, vous voyez tous les noms de Khufu. Et sur le nom de Khufu, j'ai remarqué qu'il y avait une chose qui était bizarre, c'est qu'il y avait presque une faute d'orthographe. Donc j'ai voulu vérifier. Et en fait, en 2 secondes, j'ai aperçu que ce n'était pas du tout une faute d'orthographe. C'était juste parce que vous vous souvenez, quand on lit de haut en bas, il faut regarder dans quel sens regardent les signes anthropomorphiques. Et quand il regarde vers la droite, on commence à lire vers la droite. Donc si on écrit Khufu juste de haut en bas, ça donne Ku ou Khrou ou F ou Khufu. Par contre, si on veut gagner de la place sur un papyrus, chose qu'il a fait ailleurs d'ailleurs, eh ben, il comprime un peu tout ça. Il comprime le cartouche de Khufu à chaque fois qu'il le note pour gagner de la place tout simplement. Du coup, ça donne, on lit toujours de droite à gauche et de haut en bas. Donc de droite à gauche, ça fait Khufu, tout simplement. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Ok. Et on remarque ça aussi sur Aket Khufu, l'horizon de Khufu. Ben là, c'est pareil. Il a tassé les hiéroglyphes pour gagner de la place, tout simplement. Donc il n'y a pas de faute. Je le dis avant que ça arrive sur le net. Et en parlant de faute, ben, ça c'est un enregistrement malheureusement avec Skype, ça plante un peu. Mais vous voyez bien que là, il y a absolument 3 lignes et pas un rond dans un cercle. Voilà, ça c'est le fameux glyphe sur lequel, enfin, il y aurait eu une erreur faite par Weiss. En fait, c'est juste que c'est une copie en Voilà. noir et blanc L'orthographe, il y a absolument comment dire, qui met en valeur le point qu'on voit bien, et ça, c'est mais juste une trace le petit de piton défaut de la rocheux pierre, là, du quoi. calcaire qui donne une ombre incroyable et qui donne l'impression d'avoir un cercle. Alors absolument pas. On revient sur le glyphe d'Aket Khufu, donc l'horizon de Khufu. Et là, on remarque un glyphe que je ne connaissais absolument pas. C'est une espèce enfin, c'est un triangle monté sur une base rectangulaire. Donc j'ai cherché un peu, en fait, ça serait le glyphe de la pyramide. Le seul glyphe que je connaisse, moi, en hiéroglyphe, en forme pyramidale, c'est le glyphe, alors je ne sais pas comment ça se prononce, le Di ou le Dai. C'est ce glyphe-là qui est une espèce de pain levé. On ne sait pas trop, en fait. C'est peut-être une brioche levée. Enfin, je vais faire des recherches. En tout cas, ce glyphe serait le glyphe de la Grande Pyramide. Ok, Mais j'en c'est sais bizarre pas. que ça représente plutôt une pyramide nubienne qu'une pyramide égyptienne. Tout à fait. C'est assez allongé. C'est marrant qu'il représente comme ça et pas plus représentatif des pyramides. Après, peut-être un gain de place. Tu sais, quand tu zoomes dans le journal de Merer, c'est écrit un peu comme un médecin. Tu vois, quand tu veux lire l'ordonnance d'un médecin, Hmm. moi, je suis incapable de lire le journal de Merer. Totalement incapable. Il faut vraiment être très, très, très calé en égyptologie pour pouvoir le déchiffrer.
C'est vraiment écrit comme nous on écrit en fait, chacun a son Ouais, ouais. écriture. Et donc là, chacun dessinait à sa manière. Les gens qui ne savaient pas dessiner, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Donc dans ce journal, on retrouve le nom, comme sur les blocs, j'appelle les blocs bouchons, les blocs herse, on retrouve le nom de Koum Khufu sur le papyrus, vous voyez ici, là. On a l'espèce de jarre, le bœuf, le poussin caille, la bobine officielle et la vipère à cornes. J'ai recherché aussi le nom de Merer, donc en fait je ne m'étais pas trompé. Même Merer écrit son nom, Hibou Bouche. Alors peut-être aussi encore pour un gain de place. J'ai cherché aussi, j'ai voulu trouver absolument tous les lieux de livraison. Et donc là, vous voyez, en rose, on a tous les glyphes qui veulent dire Rocher Khufu. J'ai envie toujours de dire Rocher Chuchard, c'est un cauchemar. Rocher Khufu, euh, donc l'entrée de la piscine de Khufu. En rouge, on a chez Khufu, la piscine de Khufu. En orange, on a Aket Khufu, donc l'horizon de Khufu. En vert, on a Tour à sud et en bleu, Tour à nord. On a aussi sur le glyphe, sur le journal numéraire, pardon, on a aussi très souvent le glyphe de Ankaf. Ankaf, c'est les demi-frères de Khufu, un fils de Snefrou. Alors, Ankaf était le vizir de Khufu. Le vizir, c'est un peu le premier ministre, entre guillemets. Et surtout, il était responsable de la direction de chantier de la pyramide et responsable de l'entrée du chantier, la zone de Rocher Khufu. C'est vraiment le directeur administratif de ces zones-là. Donc, tous les bateaux qui rentraient avec les pierres devaient être comptabilisés et répertoriés ici pour après être dirigés sur le chantier. Donc, voilà un petit plan de la zone. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment on sait que ces blocs arrivaient bien là? Donc, évidemment, si on prend en compte, comme il faut le faire, que dans la grande pyramide, dans les chambres de décharge, on retrouve 21 fois le nom de Khufu sur ces trois formes, plus des marques de carrier, des marques de transporteurs, des marques de travail d'équipe, des marques bloquées, des blocs, marqués Nefer, des blocs avec du comptage dessus. Évidemment, la relation est vite faite. Si on oublie ou si on ne veut pas prendre en compte tous les glyphes qu'il y a dans la chambre de décharge, évidemment, ça ne marche pas. Mais en prenant les deux en compte, évidemment, ça marche. C'est Marc Lehner qui a fait des 72 carottages dans la zone de la pyramide de Khufu. Il a fait des carottages, il a retrouvé plein de restes de canalisation. Donc il devait gérer la montée des eaux dans toutes ces zones-là pour avoir sûrement le maximum de temps en eau pour pouvoir que les bateaux circulent. Ils ont retrouvé aussi des marques des restes de limon, de sédiments du Nil. Donc ça veut dire que le Nil était vraiment au pied de la Grande Pyramide. Et puis il y a aussi des traces archéologiques de bâtis. On a des traces de ports. Enfin, on en parle déjà depuis pas mal d'années. On sait qu'il y avait un port tout au pied de la pyramide, enfin des pyramides. Donc voilà. Donc là, on a en bas la zone, la première zone, la zone Rocher Khufu, où il fait des haltes de temps en temps. On voit sur le papyrus de Méret, il s'arrête de temps en temps pour dormir, pour repartir le lendemain, pour décharger et repartir vers la carrière de Toura. Alors c'est comme ça qu'on a fait la relation. Alors il est important aussi que chronologiquement, dans le papyrus de Méret, il marque les allers-retours, combien de temps ils mettent pour charger, pour décharger, pour faire l'aller. Donc on sait que avec la zone géographique et les restes de sédiments et tout ça, on sait que la zone, c'est à peu près 10-15 bornes, donc ça colle pile poil. Temporellement, ça marche très bien. Je ne m'exprime pas très bien parce que j'étais très fatigué ces jours-ci, pas très malade. Donc j'espère que je suis assez clair, Fred. Moi, je te suis. Je te suis. J'avais une petite Je ne vais pas question finir sur comme ça. l'équipe de Merer. Est-ce qu'on sait combien ils avaient de bateaux? Combien il avait de bateaux, Alors, lui? l'équipe de Merer avait un bateau, 40 hommes. Ok, un bateau, 40 hommes. Voilà. Et d'après les restes enfin, tout n'est pas étudié, mais enfin, je n'ai pas tout étudié, tous les papyrus, mais d'après ce qu'ils disent, il y aurait sûrement 2 à 3 équipes. Ok. En fait, c'est vraiment un travail qui s'est fait
enfin, d'après les archéologues, c'est un travail qui s'est fait sur le long terme. Ça veut dire que peut-être que dès le premier jour de la construction de la pyramide, on a dit à Merer, tu as 25 ans pour nous emmener 67 390 blocs. Donc c'est un travail qui s'est fait sur 25 ans. Voilà. En tout cas, plus précis, c'est un travail qui a pu se faire sur 25 ans, de ce que j'ai lu, avec une équipe. Mais on sait qu'a priori, il y en avait plusieurs équipes. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y avait 10 équipes. Parce que si je dis pas de conneries, tu me corrigeras si je me trompe. Ils expliquent dans l'étude que un seul bateau, en fait, avec des trajets pendant 25 ans, voilà, avait la capacité de transporter tous les blocs Tout nécessaires à fait. pour le parement. Mais comme Tout à fait. comme on Après, se doute qu'il n'y avait pas moi, qu'un je pense que c'est bateau, un peu. ça réduit un peu quand même la durée, quoi. Ouais, après, je pense qu'ils prennent aussi le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'ils savent combien de blocs il a été transporté. Donc, il est facile de faire la division et de savoir, ah bah tiens, une équipe de 40 tonnes, ça bouge tant. Enfin, tu vois, on peut faire le chemin à l'envers. Déduire qu'avec 60 000 blocs, 67 000 blocs 390 et 25 ans, il faut travailler tant de blocs par semaine. Moi, je pense que raisonnablement, il faut au moins deux ou trois équipes parce que si tu as un bateau qui coule ou je ne sais quoi, tu es dans la merde de jour au lendemain. Donc, je pense qu'il faut au moins deux ou trois équipes et puis tu n'es pas à l'abri qu'un commandant de bord tombe malade, qu'une équipe enfin, se blesse. Enfin, il est raisonnable de penser qu'il y a au moins deux ou trois équipes. Je pense que c'est le minimum vital. Ouais. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais le chef d'un chantier pareil. Je prévoirais au moins trois équipes, même si je sais que ça va durer 25 ans. Et si même qu'avec une équipe, ça va le faire. Alors, avant que tu te laisses reprendre, il y a une question et puis une remarque. Je vais répondre à la remarque et puis la question, je vais te la laisser. Alors, la remarque de Seb, c'est juste de dire c'était un grand bateau. Alors, de ce que j'ai lu, J'ai moi, bien. pas spécialement un grand bateau, mais dans tous les cas, les blocs de Parment. Il faut rappeler que c'est les seuls, les blocs de Parmentura, c'est les seuls éléments qui ont été déplacés, à part les blocs de granit pour la chambre haute. Tout le reste, c'était sur place. Et ces blocs-là, ils font en moyenne, ils font entre 1,5 tonne et 2,5 tonnes à peu près. Donc il n'y a pas besoin de gros bateaux pour en déplacer. C'est juste le nombre d'allers-retours qui fait la quantité. Oui, merci Seb pour les pouces, effectivement. N'hésitez pas à pousser. Et donc la question auquel je te laisse répondre, William, c'est dans le papyrus de Merer, sait-on faire la différence entre là où les pyramides et les nombreux mastabas funéraires qu'il a bien fallu bâtir aussi? Alors, il n'est pas. Il n'y a pas de différence à avoir. Il parle ni de pyramide, ni de mastaba. Moi, le mastaba, je les ai pas un petit peu étudiés. J'ai de mémoire, enfin, de savoir, je ne sais pas qu'il y a des mastabas en calcaire fin de Toura. Par contre, il y en a dans la descendrie, il y en a sur le parement, il y en a peut-être la grande galerie, pour moi, elle serait sûrement en calcaire fin de Toura. Quand Mais on les a fait mastabas, notre, à ma connaissance, c'est que du calcaire absolument classique, entre guillemets. Quand on a fait notre émission sur les pyramides satellites, donc que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, on se rend compte que les pyramides satellites sont de même facture dans leur construction que les pyramides, que les grandes pyramides. Ce qu'on ne retrouve pas dans les grandes pyramides, c'est des sortes de murs type mur cyclopéen avec des picots, et que pour les mastabas, c'est de la même chose. Donc en fait, on ne peut pas déplacer réellement la problématique de construction de la grande pyramide sur les mastabas en disant ces pierres-là ont pu servir exclusivement pour les mastabas ou éventuellement les pyramides satellites, parce qu'en fait, tout est de même facture. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a des bâtisseurs différents entre les mastabas, les pyramides satellites et les grandes pyramides. Et en plus, Ouais, les puis en plus, volumes, il ne serait pas marqué. Ah, pardon, excuse-moi. non, non, je disais les volumes qui ont été déplacés, pareil, par rapport à ce que tu dis, on se rend compte que de ce qui nous reste actuellement, moi, de ce que j'ai vu, ce on peut visiter sur Google Maps, on peut visiter tout le site, hein, les mastabas, ils n'étaient pas spécialement revêtus de calcaire de Toura. On voit, il y a beaucoup de calcaire comme celui qui a servi à faire l'ossature de la pyramide. Et donc la majorité du calcaire de Toura qui a été déplacé sur place, c'était pour le parement de la Grande Pyramide.
En fait, on ne peut pas déplacer la problématique en disant ces papyrus de Mérer ne peuvent pas décrire comment dire, l'acheminement du parement de la Grande Pyramide. C'est certainement en majorité pour le parement de la Grande Pyramide que ces blocs ont été acheminés, parce qu'on ne les retrouve pas spécialement en volume ailleurs, en grand volume ailleurs. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair. Ouais. Et en même temps, on peut faire l'autruche, hein. On peut faire l'autruche toute sa vie, hein. Moi, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Il y a un moment, je vais te sortir la tête du sable et me dire, bah oui, effectivement, les Égyptiens ont construit cette pyramide et ces blocs et ce journal de Mérer est effectivement une livraison de blocs pour Khufu. On retrouve le nom Khufu partout. On ne retrouve pas le nom d'Éphétérès ou je ne sais pas quelle reine ou vizir. Non, on retrouve que le nom de Khufu. Donc il y a un moment, il va se dire, bah oui, effectivement, ce sont les blocs pour Khufu. Et comme on retrouve le nom de Khufu dans la Grande Pyramide, bon, ça serait marqué Mykérinos. Je vous dirais, ah oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est marqué que Khufu. Et encore une fois, par rapport à l'idée que ce papyrus et cette période soit plutôt une période donc sous Khéops, de rénovation, je ferai remarquer ce que j'ai déjà fait remarquer dans des émissions, c'est que le parement tel qu'on peut le retrouver encore aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a encore 54 mètres de parement sur toute la circonférence de la pyramide, donc c'est pas rien, hein, 54 mètres, et qu'on voit bien que et puis pour ce qui reste sur Képhren, pour ce qui reste sur la pyramide rouge, etc., on voit bien que ces parements, ils sont de très très bonne facture. Donc en fait, même si on dit que c'est de la rénovation, ça veut dire que en moins 2500, moins 2600, ils étaient capables de rénover la pyramide à l'identique. Donc pourquoi dédoubler le temps en s'imaginant qu'il y avait une pyramide construite par exemple il y a 12 000 ans et après une rénovation il y a 2500 ans. C'est rasoir d'Occam encore une fois. Enfin moi j'ai longtemps pensé à l'idée de restauration, de rénovation, mais en fait il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui, quand on creuse bien comme il faut, il n'y a aucun élément qui alimente la thèse de la rénovation. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ben, surtout que dans les chambres de décharge, il y a tous les glyphes. Enfin, je me répète, je crois qu'il va falloir que je me répète 50 ou 70 fois, mais dans la chambre de décharge qui était fermée jusqu'en 1837, on retrouve 21 fois le nom de Khufu. Donc pourquoi les Atlantes ou les extraterrestres, ou je ne sais pas quelle population bâtisseur inconnu, auraient écrit le nom de Khufu dans la Grande Pyramide? Un mec qui va naître 7000 ou 8000 ans après. C'est pas logique, ça tient pas la route. Tu Tout à vois, je fait. pense qu'à un moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Moi, j'arrête. J'arrête. C'est sûr. Ah, mais je suis Non, je d'accord, pense que j'en suis rendu au même point. Je peux pas. Enfin, je veux bien rêver sur l'Égypte antique, ça fait rêver tout le monde, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître tout simplement les éléments factuels, la ah vérité, ouais, quoi. la Plutôt vérité, que d'accord. le rêve. Après, moi, je rêve sur autre chose, il n'y a pas de souci. Il y a encore un truc Ouais, que j'ai pas réglé qui continue à me faire rêver, c'est cette histoire de planétarium de planétarium de Memphis de Gizeh. Après, même s'il faut le dézinguer, le machin, ça me dérange pas, hein. J'ai pas besoin de croire à des trucs complètement intangibles et infondés pour fantasmer, pour rêver. Personnellement, j'ai pas besoin de ça. Et j'invite, voilà, les gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire telle qu'elle semble s'être passée, voilà, à pas rester figé sur des idées préconçues qui ressemblent plus à des croyances qu'à des faits établis, ou en tout cas, quand je parlais de Razar de Cam, à des faits qui semblent converger vers comment dire, vers, merde, je perds mes mots, mais vers ce que nous présentent globalement les historiens. Bon, je te laisse et puis continuer. on a un site qui est vraiment fantastique. Je veux dire, les pyramides et la Grande Pyramide est assez extraordinaire. Je veux dire, là, pour moi, c'est les Égyptiens de cette époque-là qui l'ont fait, et c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a aucun des égyptologues aujourd'hui qui sait exactement comment ça s'est monté. C'est déjà fantastique. Hmm. N'en rajoutons pas, c'est déjà hallucinant. Il n'y a pas de glyphes, le coffre, les arbis, tout est zarbi. Tout est bizarre. Donc il y a assez de rêves, il y a assez de magie là-dedans. Et surtout, bah, il faut avancer, quoi. Il faut avancer, je pense.
Ouais, mais c'est Je pour pense ça que que je si dis qu'il moi, faut arrêter après, sur on certains peut trucs, rester il bloqué faut sur arrêter de. et emploi 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai pas envie. Hmm. Voilà. S'il n'y avait pas de preuve matérielle, je dirais, bon, ouais, c'est bizarre, comme sur les tenons de bardage. Je n'ai pas changé ma vision sur la pierre en général, mais là, sur la pyramide, un site que je connaissais très peu à l'origine, hein, Mhm. pour moi, j'ai vraiment pas de doute. Vraiment pas de doute. Mais en fait, je vous conseille de lire, hein, vraiment, hein, je vous conseille de lire tout, là, les rapports de Pierre Tallet, les rapports des autres. Vraiment, lisez ça, vous allez voir le travail hallucinant qu'ils font et les doutes qu'ils émettent aussi. Ils émettent vachement de doutes, mine de rien. Et surtout, ils bossent dur. Ils bossent dur. Moi, je serais incapable de faire le boulot qu'a fait Pierre Tallet. Pierre Tallet, c'est incroyable. Ah bah, si tu étais payé pour, tu le ferais bien, hein. La preuve, tu fais des belles enquêtes. Donc, Ah ouais, mais putain, lire les glyphes, c'est un vieux rêve, là. Un vieux rêve, quand même. écoute, ça s'apprend en 4 ans, hein. C'est pas. Moi, j'ai là 6000 hiéroglyphes, j'ai commencé à moi, j'ai arrêté. Normalement, à un an, normalement, je pouvais lire des hiéroglyphes, mais à mon âge, avec mes problèmes de santé, c'est rock'n'roll. Il faut beaucoup de mémoire, et le genre de trucs qui me font un petit peu défaut, enfin, qui me fait un peu défaut. Bien, revenons à nos moutons. Ouais, bah, ça s'est fait parce que je suis bientôt au bout du bon, les amis. Ok. Alors, les bateaux, on m'a parlé de bateaux tout à l'heure, de navires. Alors, concernant les navires, et ben là, les archéologues sont super prudents. Ils sont super prudents parce qu'en fait, on sait pas grand-chose, hein. On étudie les bas-reliefs qu'il y a dans les tombes, par exemple. On fait des estimations parce qu'on ne sait pas trop si la personne qui a fait la commande n'a pas exagéré un petit peu la taille du bateau, exagéré le nombre de rameurs. Et, voilà. Donc, on essaye de faire des estimations. Là, pour le journal numéraire, on pense qu'il y avait 40 hommes. Alors pourquoi on pense qu'il y avait 40 hommes? Parce qu'on a retrouvé un journal comptable avec le nombre de pâtes à pain distribuées pour un mois pour l'équipe de Merer. Et d'après la tonne, une tonne de pâte à pain, je crois, un truc comme ça, une tonne de pain, on sait que d'après de ce poids de pain, on sait que ça peut nourrir un groupe, enfin, euh, un fil, pardon, donc une section de 4 sessions de 10 personnes pendant un mois. Donc on estime à 40 personnes. Ok. Donc les bateaux n'étaient pas immenses, c'était 20-30 mètres maximum, très peu de tirants d'eau pour pouvoir naviguer au moins 5-6 mois de l'année pendant les crues, mais aussi un tout petit peu au-delà si c'est possible. Surtout qu'avec les blocs chargés, bah, le tirant d'eau il est beaucoup plus faible, hein. Le bateau s'écrase dans la flotte. Donc faut imaginer 10-15 rameurs de chaque côté. Il faut au moins 3 ou 4 barreurs, parce qu'à l'époque, les barres, c'était des rames à l'arrière, plus des timoniers pour les voiles, le capitaine. Donc, peut-être une quarantaine de personnes. Concernant. Juste, j'avais pas réagi sur Annie Dordogne qui me disait un seul bateau dans nos rêves. Je précise, c'est Merer, il avait un bateau, une équipe, un bateau. Mais comme on disait tout à l'heure, a priori, il y avait plusieurs équipes. Par contre, on sait que en 25 ans, eh ben Merer, s'il avait bossé 25 ans, il aurait pu transporter tous les blocs nécessaires au parement. C'est-à-dire ce dont tu parlais tout à l'heure, 60 000 tonnes, c'est ça que tu disais, ou 60 000 blocs? Ouais, 67 390 tonnes, Voilà. à côté de 20-30 tonnes par trajet. Alors, ça, c'est que des estimations. On n'a rien de concret là-dessus. Mhm. C'est vraiment d'après tout à l'heure, d'après aussi ce qui s'est fait dans d'autres coins du monde à la même époque à peu près. Donc on regarde un petit peu aussi les bas-reliefs et les écrits. Euh, c'est vraiment des estimations. On a vraiment pas beaucoup d'éléments. Et les archéologues prennent beaucoup de recul. J'ai lu un document sur les bateaux et ils prennent quand même vachement de recul. Moi, ce que j'ai retenu, moi, ça me posait beaucoup de questions, c'est le chargement et le déchargement. Comment on peut charger, parce que là, moi, j'ai fait que 6 blocs, mais il faut imaginer 20 ou 30 blocs de 2 tonnes 5 chaque, c'est énorme. Donc moi, je pense que enfin, la meilleure façon de le faire,
c'est sûrement de mettre le bateau en cale sèche, donc peut-être le rentrer dans une digue, vider l'eau, pour qu'il soit absolument stable. Parce que quand tu mets un bloc dans la flotte, le bateau s'enfonce, du coup le quai n'est plus jamais à la bonne hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À fur et à mesure que tu charges, le bateau s'enfonce dans l'eau, du coup le quai n'est plus à la bonne hauteur. Qu'en mettant le bateau en cale sèche, donc on peut charger ou par la proue ou la poupe, et là, le bateau ne bouge pas, on charge les blocs, on remet en eau, et hop, on se casse. Donc sûrement sur les premiers mètres en allant, en tirant le bateau avec des cordes. D'ailleurs, c'est écrit dans le journal de Merer, des fois il hale le bateau. Et après, à la voile et à la rame, et là, dans le sens du courant. Toura, Guisé, on est dans le sens du courant. Il mettait 2 jours, et il mettait un jour pour revenir à Toura. Un jour aller à vide, 2 jours au retour. Et c'est comme ça qu'on sait que temporellement, tout est jouable. Ok. Ouais, je fais une petite Tout est parenthèse. crédible. J'ai aucun souci à m'imaginer qu'il pouvait transporter 30-40 tonnes, même un peu plus, sur les bateaux. Même les 70 tonnes des dalles de granit, hein, puisque on est dans le sens du courant. Par contre, il y a vraiment moi le truc c'est pas le sujet, mais je fais une petite parenthèse quand même. Le sujet qui m'intrigue vraiment, que je trouve vraiment mystérieux, on va dire, c'est le transport du bloc, enfin des blocs qui ont servi à faire les colosses de Memnon, qui font 1000 tonnes pour la statue et 300 tonnes pour les socles, et là qui pour le coup ont été transportés à contre-courant du Nil. Mais pour le cas des blocs de Toura, il ne faut pas y voir... Enfin, il n'y a rien d'insurmontable, hein. Il n'y a pas de ce côté-là, il y a pas à Alors pour les tergiverser. colloques, j'avais préparé 2 slides, mais comme tu m'as dit de faire vite, je les ai enlevés. Pour expliquer la version académique, moi qui ne fonctionne pas du tout pour moi, mais pas du tout, du tout. Concernant là, franchement, c'est une estimation. 20-30 blocs, c'était peut-être que 10 blocs, hein. Et peut-être qu'il y avait 3 ou 4 équipes. Mhm. Moi, je pense que le plus intelligent, c'est d'avoir des petits bateaux le moins chargés possible et d'avoir 2 ou 3 équipes. Pour moi, c'est le plus intelligent. Parce que si tu perds un bateau, il faut mieux perdre un bateau avec 6 ou 8 ou 10 blocs que perdre un bateau avec 30 blocs dessus. Que là, tu es vraiment dans la merde. Surtout si tu n'as qu'une équipe. Pour moi, c'est mieux, c'est d'équilibrer sur le temps et d'équilibrer sur les équipes. 2 ou 3 équipes qui travaillent sur 10, 15, 20 blocs maxi. On est sûr que ce soit chargé, on est sûr que ce soit déchargé. Il faut aussi faut tenir compte de la. C'est un boulot hyper rude. Mhm. Les mecs, une fois à bord, ils ramaient. Arrivés sur place, ils dormaient, ils déchargeaient, ils repartaient, ils rechargeaient. Donc physiquement, si ça dure 25 ans, tu as intérêt à. Enfin, il y a un dicton qui dit qu'il veut, qui veut voyager loin, ménage sa monture, je crois. Et je pense que c'est plus intelligent de voir des petits bateaux. Après, eux, ils partent plutôt sur des blocs sur des chargements de 20 ou 30 blocs. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment énorme. Ah, je t'ai perdu, j'ai perdu ton image. William, où es-tu? Ah, Oh là là, c'est pas possible. Ouais, c'est bon, je t'ai retrouvé. T'es trop grand, mais tu je as t'ai toujours retrouvé. mon partage? Hein? Tu as toujours mon partage? Oui, oui, c'est bon. Mais ton image, Ok, ça se redimensionne de temps en temps, ma foi. Tant pis, c'est pas très grave, je suis pas très important. je sais. Donc, conclusion, hein, parce que j'ai fait vite. Conclusion. On a. Ah non, si je voulais parler des bateaux quand même, vite fait. Parce qu'en fait, les égyptologues, ils étudient aussi les bateaux de l'ère pré-moderne, donc avant l'ère moderne en Égypte. Alors, je ne sais pas à quelle date ça correspond, l'ère moderne en Égypte. Moi, je pense que c'est après l'arrivée des colons, entre guillemets, avant la fin du 19e, mais je peux me tromper carrément. On avait des bateaux 20 mètres, ils chargeaient 200 tonnes sur 5 mois de l'année. Donc, il y a des tableaux comme ça qui sont faits avec le gabarit du bateau, ils savent à peu près quelle charge ils trimballaient et combien de temps de l'année. Et c'est comme ça qu'ils travaillent en fait, hein, par déduction, parce qu'ils ont ça, il n'y a aucun élément sur les ratios. Donc, mon petit compte rendu, vite fait, le papyrus de Merer, pour moi, il est authentique, il n'y a aucun problème là-dessus.
Pour moi, il n'y a aucun souci non plus. C'est un journal de bord d'un mec qui travaillait les blocs de Toura au plateau de Gizeh pour la Grande Pyramide. À cause des céramiques nommées au nom de Khufu, à cause des blocs bouchons marqués au nom de Khufu. On retrouve les trois noms de Khufu sur le papyrus. Et tout ça correspond exactement à tout ce qu'on trouve dans les chambres de décharge. Donc pour moi, j'ai vraiment, vraiment aucun doute. Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Je voudrais remercier, parce que sans lui, mon enquête elle n'aurait pas été possible au point que je l'ai faite. Je remercie monsieur Alexis Sédou, alors que vous connaissez un petit peu, hein, qui traîne un peu sur le net, sur les émissions de Pierre, Paul ou Jacques, ça c'est pas péjoratif, mais de chacun. Donc j'ai contacté ce monsieur, parce que ça fait longtemps que j'avais besoin d'aide d'un historien ou d'un géologue, d'un tailleur de pierre. Et là, comme monsieur Sédou avait suivi mon émission sur Monde Mystérieux sur les glyphes des champs de décharge, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la bonne occasion, je vais contacter ce monsieur et je vais voir s'il peut me donner des docs. Voilà. Ou au moins des renseignements, ou si je pourrais chercher des documentations, autre chose que des livres d'histoire qui sont écrits qui sont un peu romanciers, entre guillemets. Je voulais vraiment des comptes rendus d'égyptologues, c'était primordial pour moi. Donc je l'ai appelé ce monsieur, on a fait un Skype dans le quart d'heure où je l'ai appelé, je crois. Donc j'ai découvert un monsieur très agréable, très sympa. Après, j'ai parlé de demi-heure avec lui, hein, c'est peut-être, je me trompe peut-être carrément, mais en tout cas, il m'a accueilli très, très sympathiquement. Et je lui ai demandé ça. Et il m'a envoyé plein de documents que j'ai lus avec un grand plaisir. Donc j'ai fait la petite liste de ce que j'ai lu pour cette petite enquête. Donc le Pierre Tallet, compte rendu des séances d'académie des belles lettres, donc c'est le papyrus de Mérer, que vous voyez devant vous. Bulletin de la Société française d'égyptologie sur les matériaux d'ornement et de construction, ça c'est sur les pierres. C'est la relation des Égyptiens avec les pierres. Il n'y a aucunement, c'est vraiment une relation profonde avec les pierres. Il est nommé, chaque pierre était différente. Il avait presque de l'amour pour ce que apportait la pierre. La blancheur du Toura, le calcaire gris, le granit rouge, le granit rose. Chacun avait un glyphe bien différent qui leur parlait humainement. Je ne m'explique pas très bien, mais Si. vous allez le lire. J'ai lu aussi un ouvrage de Jean-Claude de Goyon, Transport par voie d'eau et organisation étatique de la vallée du Nil à l'époque pharaonique. Alors ça, c'est vachement intéressant, c'est sur les bateaux, sur le transport des bateaux. Et Jean-Claude de Goa, quelques grands principes de construction des échafaudages égyptiens. Donc ça, c'était super intéressant aussi pour l'histoire de rampe pour la Grande Pyramide. Donc Alexis, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je te remercie de ton accueil et je te remercie de tous les documents que tu m'as fournis. Et j'en ai bientôt fini. Juste pour dire que. Pardon, Franck. Non, je le remercie aussi. Je le remercie aussi parce que j'ai pu Ah ouais, franchement, on peut parce que. survoler tous les documents. Franchement, je n'aurais jamais lu ça sans lui. Ouais. Et c'était un vrai bonheur. Enfin, moi qui adore l'égyptologie et l'histoire, c'était un vrai bonheur. Alors, juste un petit slide vite fait, juste pour vous dire que je n'ai pas retourné ma veste. J'ai juste pris tous les papiers que j'avais dans les poches de ma veste, je les ai pris, je les ai relus et j'ai fait le tri, tout simplement. Voilà, fin, mon Facebook, Will William. Et pour les questions, j'ai deux décors différents. J'ai un décor rock and roll, c'est un beau reflet de ce que je ressens en ce moment. Ouais, bon, j'ai un peu déliré. Bon, j'étais malade. Mais ça veut dire quoi, ça? Faut m'excuser. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que des fois, j'aurais tendance à péter les plombs. Tu vois? Non, j'ai envie qu'on sorte de la croyance, j'ai pas envie d'être traité de je sais pas quoi, je sais plus ce qu'on dit sur moi, de collabo. Non, j'essaie juste de trouver la vérité. J'estime avoir une mentalité de chercheur. Voilà, c'est peut-être un peu prétentieux, mais quand ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est des Atlantes ou je sais pas quoi, qu'il y a 0 preuve, il y a un moment, je me transforme en cette momie, j'ai envie de putain, ouvrez les yeux, merde. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce slide, mais on reste sur celui-là, il est tellement beau.
Voilà, j'ai fini. Bien, merci William. Mais je vous en prie. Merci William. Est-ce que... Alors voilà, bah, j'allais parler de par rapport à ce que tu disais, j'ai pas retourné ma veste. Ouais, j'ai envie de dire moi non plus, mais j'ai juste, il y a un cheminement. Moi aussi, j'ai entre guillemets rêvé, même si c'est pas comme ça que je le ressentais. Disons que j'ai envisagé l'idée d'une civilisation avant les Égyptiens qui ait pu être à l'origine de ces constructions. Et puis, au fur et à mesure que j'ai creusé, depuis que j'avais bossé sur BAM, bâtisseur d'Ancien Monde, j'ai creusé et je me suis rendu compte que bah, il y a certaines choses que j'envisageais. Alors, je ne considère pas que j'ai eu des croyances, mais j'envisageais des choses que malgré tout on pouvait considérer comme des croyances tant que je ne les vérifiais pas. Et au fur et à mesure que j'ai vérifié des choses, eh ben, j'ai fait le tri entre bah, ce qui est pas mystérieux, ce qui le reste encore pour moi, ce qui est faux, ce qui est vrai. Et je trouve que ouais, moi j'aime bien ce cheminement que j'ai pu faire et qui est semblable au tien, qui est quelqu'un qui essaye de se positionner au centre en fait. C'est-à-dire pas partir dans un extrême ou dans l'autre. Alors, et encore, je caricature les extrêmes parce que c'est pas, on n'a pas que des pyramidiaux d'un côté et puis des Non. historiens dogmatiques de l'autre. On a des historiens, des égyptologues qui sont pas d'accord entre eux et on a des alternatifs qui ont chacun leur théorie plus ou moins farfelue ou plus ou moins solide, enfin crédible, envisageable. Et moi, j'ai toujours cherché le juste milieu de tout ça. Et bah voilà, force est de constater que j'avais un peu trop tendance, il y a quelques années, à remettre systématiquement en question ce qui pouvait être dit par les historiens. Et je me rends compte que ils sont loin de dire n'importe quoi. Alors après, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je veux dire, un des exemples le plus récent pour moi, c'est qu'avant, je considère qu'avant LRDP, bah, les égyptologues ne parlaient pas du creusement de l'ossature de la pyramide. Je dis bien de l'ossature, hein, pas du parement. Si vous avez suivi nos différentes émissions, maintenant vous devez considérer que le parement de la Grande Pyramide n'était pas creusé, il était lisse, comme l'a déjà dit Éric Gontier, et comme chacun peut s'en rendre compte en lisant des études récentes. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, comme ça m'arrive souvent. Enfin bref, voilà, il y a moyen de faire la part des choses et de rester focalisé sur quand même des zones d'ombre, des zones d'ombre historiques, quoi, qui peut-être le resteront à tout jamais. Et pour revenir sur ce que je disais, donc l'exemple des parements creusés, avant LRDP, pour moi, les historiens, les historiologues n'en parlaient pas. Et maintenant, ils commencent à en parler dans les documentaires. Donc, on avait Jean-Pierre Adam qui nous disait dans l'RDP que ce creusement des faces, sur les quatre faces, il était complètement dû à un effondrement structurel, ce qui est complètement nié par les professionnels du bâtiment. Et puis récemment, j'ai entendu une explication comme quoi c'était en enlevant les pierres au sommet qui manquent et en les faisant rouler sur les faces que ça a creusé les faces pile au milieu sur quatre côtés. Alors autant dire que voilà, Mais qui a dit ça, Fred? un Un égyptologue historien? français, et Ouais. puis avant on a Jean-Pierre Adam. On a deux explications qui n'ont aucun sens, qui sont complètement Ça n'a farfelues. aucun sens. Ça n'a aucun Ça n'a sens. aucun sens. Donc Ça n'a aucun sens. C'est même débile. Moi, je trouve voilà, ça il y débile, a des franchement. choses farfelues des deux côtés. Ah, ça, il n'y a pas de Il problème. y a des choses farfelues des deux côtés. C'est Euh, pour ça, tendance, les mains dans les poches, sortir de petits papiers, puis faire, tout simplement faire un tri en disant ça, bah non, ça oui. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, en fait. Là, vous ne le savez pas parce que ça fait qu'un an que je suis connu du web. Mais ça fait 10 ans que je fais ça, en fait. J'ai toujours fait ça. Là, ça fait qu'un an que je fais des émissions. Mais avant de faire des émissions, je faisais pareil. hmm, Je fouillais, et je dis non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Enfin, ça, il y a du concret, ça, il n'y a pas de concret. Là, le coup le creusement des faces, quand j'ai entendu monsieur Adam dire ça, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, c'est un mec qui s'y connaît. Moi, j'ai regardé ses conférences sur l'architecture sur l'époque romaine. C'est extraordinaire. Enfin, il s'y connaît vraiment bien. C'est vraiment super intéressant. Mais de temps en temps, il dit des grosses conneries. Et il les assume pas du tout. Parce que ça, c'est vraiment des conneries pour nous contrer, en fait. C'est juste pour dire non, 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 on ne sait pas comment, mais moi, je sais. C'est juste ça, en fait. tout à Ils fait. veulent pas avouer qu'à un moment, ils ont tort. Ils ont eu tort. Oui, Je trouve ça mais con. voilà, tout ça pour dire qu'il y a des travers des deux côtés, mais que
voilà, le monde des alternatifs, c'est depuis Internet, hein, globalement. Avant, ce qu'on appelait les pyramidiaux, il y en avait une poignée. Vraiment, il y en avait une poignée. Et ils étaient beaucoup plus, enfin, plus proches du monde académique, malgré tout. Il y avait des égyptologues considérés comme pyramidiaux, mais il y en avait très peu. Donc le monde alternatif, voilà, c'est beaucoup de gens qui pensent différemment des versions officielles, mais depuis très très peu d'années en fait. Alors que de l'autre côté, on a des historiens qui bossent depuis des siècles sur les sujets. Et donc, on ne peut pas tout balancer à la poubelle, c'est pas possible. Et surtout que quand on vérifie par soi-même, on se rend compte que bah, globalement, il y a voilà, il y a l'image globale historique, elle est bonne. Elle est tout simplement bonne. Après, il y a des zones d'ombre assez mystérieuses, certaines qui peuvent, à mon sens, être éclaircies, et d'autres qui le seront sans doute jamais. C'est comme ça. C'est. Et Euh, puis on se demande, moi j'ai toujours cru que les historiens mettaient un peu à leur sauce, et c'est vrai, ils le font, hein, parce qu'ils font des raccourcis assez rapides. Mais d'un autre sens, ben, d'un autre côté, l'archéologie alternative en fait aussi. Moi, j'aurais entendu maintenant je les appelle Laurel et Hardy. J'aurais entendu Laurel et Hardy me dire qu'il y avait des glyphes dans les chambres de décharge, dans les 4 chambres de décharge il y a 10 ans. Mes recherches auraient été toutes autres. J'aurais pris déjà un bon départ. mhm, Là, le départ était faussé. Donc, des mauvaises informations, il y en a des deux côtés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est à nous de faire le tri. tout à fait. Et puis chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Après, Tout à fait. voilà, quand il y a quand on traite des sujets comme ça, quand on fait des enquêtes, surtout là, William, sur ce sujet-là, euh, je veux bien qu'on vienne me dire, non, mais ce que vous dites là, ça tient pas la route, mais il faut apporter des arguments, parce que moi, vos croyances, j'en ai rien à faire en fait. Ce que je veux, c'est des éléments qui puissent me permettre de remettre en question ce que je pense. Voilà, soit ce que je crois, soit ce que j'ai vérifié par moi-même. C'est tout ce que je veux. Et là, je vois des remarques. Alors, je te rassure, Loop, tu vexes personne, il n'y a pas de souci. Mais donc, Alan Baker et Loop qui nous disent papier de Merer pour tout expliquer, mais c'est bien sûr. Je lis, après je commente, hein. Je doute carrément de notre capacité de traduction. Personne ne peut apprendre la méthode Champollion au point de lire le hiéroglyphe. Ok. Encore, oh non, Il pitié. y a surtout des choses cachées. Moi, voilà, j'entends bien ce que vous dites, mais c'est quoi vos arguments à opposer pour contrebalancer ce que vous avez entendu ce soir? C'est quoi les arguments? Moi, c'est ça qui Ils m'intéresse. savent lire les hiéroglyphes, C'est pas. ces gens-là. Pardon? Demandez s'ils savent lire les hiéroglyphes. S'ils connaissent au moins deux hiéroglyphes, au moins deux signes. Écoute, dites-nous hein, si vous avez des Non, connaissances mais en hiéroglyphes, faut effectivement, pas dites-nous. dire que les hiéroglyphes sont mal traduits. Je trouve ça malhonnête. C'est malhonnête. Alors, la C'est référence qui est malhonnête quand faite même. à Champollion, c'est une référence que moi j'avais entendue de la bouche de Jacques Grimaud et j'ai jamais pu la vérifier. Je doute peut-être qu'elle est vraie, hein. C'est l'idée que pour Champollion, il y avait trois manières de lire un hiéroglyphe et il en supposait une quatrième qu'il n'a pas été en mesure de découvrir parce que bah, il a fini par mourir derrière. Donc l'idée que on puisse avoir loupé certains sens aux hiéroglyphes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on est quand Non, même mais capable Fred, on a quand même été les gynécologues capable le disent de aujourd'hui. traduire littéralement, de traduire, enfin, voilà, on n'a pas à repartir de zéro sur les hiéroglyphes. Faut pas non Non, plus, depuis Champollion, faut pas tout jeter. c'est de l'eau qui est passée sous les ponts depuis Champollion. Il y a plein d'autres gens qui ont traduit cette stèle. Plein d'autres. On ne s'est pas arrêté à Champollion en disant c'est bon, c'est fait. Non, c'est totalement faux. Ça, c'est encore des croyances à deux balles. Non, mais C'est des qu'on croyances ait d'Internet. perdu du sens, qu'on ait perdu du sens, C'est sûr. c'est évident on n'a pas l'état d'esprit de ces gens-là, on n'a pas réellement leur pensée profonde, leur ésotérisme. Ça, on sait bien ils en avaient gavé quand on lit les textes des pyramides. Je veux dire, c'est complètement ésotérique comme truc. Mais, euh, mais on a quand même une bonne idée de ce qu'ils racontent. Ouais, puis là, c'est un texte relativement simple, entre guillemets, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment. Il part de tel jour, il revient, il charge et décharge. Enfin,
C'est pas les fables de La Fontaine, quoi. Hmm. Alors, Loup, tu dis ce C'est serait des trop mecs qui long font à du métier. expliquer. Bah, c'est dommage, mais je sais pas. Au moins un élément. Fournis-nous un élément qui puisse nous permettre de contrebalancer notre vision actuelle des choses, qui est que il y a de fortes chances que ce papyrus de Mérer décrive le voyage des blocs de Toura pour les parements de la Grande Pyramide. C'est tout. Non, mais moi, j'ai traduit ce que je pouvais, y a aucun souci. Je veux dire, le comptage des mots est le bon, les noms de mes RR sont bons, les noms de Khéops, c'est bon, tout est bon. Il n'y a pas de doute, enfin, il n'y a pas de raison de douter, à part de la paranoïa. Alors là, si vous êtes paranoïaque, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas mon cas. J'ai envie de faire confiance. Et là, il n'y a pas de souci, c'est des mecs qui ont 20 ans de métier, quoi. Il y a un moment. Il y a un moment. Et encore une fois, je le répète, il y a du mystère, il y en a encore. Des choses, je Oh veux oui. dire, des choses qui nous dépassent de la part de ce peuple, il y en a, mais il n'est en aucun cas nécessaire de vouloir repousser ces pyramides à une période antérieure de 5000, 10 000 ans, ou de penser que les gens qui ont fait ça, c'était une civilisation extraordinaire, ou alors des êtres venus d'ailleurs. Il n'y a aucunement besoin de penser ça. Aucunement. Surtout si on considère que tout nous porte à croire que ces pyramides, elles ont vraiment à peu près 4500 ans, quoi. On peut le penser, mais il y a un moment, là, ça fait 10 ans, j'attends des preuves, même des tout petits bouts de preuves, et malheureusement, il n'y a rien, à part des croyances. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai retourné sur le côté égyptologie, moi. Parce que malheureusement, en 10 ans, j'ai rien de vraiment de concret, en fait, sur notre population. Et surtout depuis les glyphes découverts par Weiss, bon, ouais, effectivement, là c'est quand même du concret de chez concret. Et encore une fois, je l'ai expliqué sur le live qu'on a fait tous les deux, Fred, le réemploi est totalement impossible. Je vous invite à aller revoir le live qu'on a fait tous les deux. Pour moi, le réemploi est impossible. Non, il y a rien qui porte à penser qu'il y a du réemploi. Enfin, j'ai déjà dit, hein, le parement, c'est pas de la rénovation, c'est des ajustements au millimètre. Il y a, non, non, ça colle pas à de la Et rénovation. puis, moi, je vais dire un truc que m'a dit Thierry Jamin un jour, quand je lui parlais de la pyramide de Nice. Il me dit, ouais, tu fais quoi en ce moment? Je suis en train de faire une enquête sur la pyramide de Nice, enfin la soi-disant pyramide de Nice, et j'ai découvert que c'était une carrière en fait. Il me dit, ah bon, c'était une carrière? Je dis, bah ouais, c'était vraiment une carrière. Il me fait, putain, c'est vachement rassurant. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est vachement rassurant. Si on sait que les égyptologues nous cachent depuis 200 ans une histoire totalement inconnue d'Atlante ou je sais pas quoi, c'est hyper inquiétant. On vit dans un monde de merde, mais pourri de chez pourri. Alors qu'on vit dans un monde pourri, mais pas à ce point-là. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça hyper rassurant. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci Thierry. On a Chachot qui nous dit pourquoi est-elle reliée avec d'autres sites sur la planète? Bah, moi, il n'y a rien qui me permet de dire que c'est relié avec d'autres sites sur la planète. Alors, si vous faites référence à, par exemple, le lien, les 16 180 km qu'il y a entre la pyramide de Gizeh et l'île de Pâques, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas parce qu'il y a cette valeur-là qui est assez étonnante, hein, quand on sait qu'on trouve le nombre d'or dans la proportion de la Grande Pyramide, se dire qu'un autre lieu énigmatique, l'île de Pâques, est à 16 180, et puis j'en passais des meilleurs. C'est clair que c'est étrange, mais c'est pas ça qui fait qu'on peut dire que ces deux sites sont liés. Moi, ce qui me. Encore une fois, voilà, je me suis débarrassé de trucs, d'idées préconçues et de croyances de ce genre-là pour me concentrer sur des trucs qui me questionnent beaucoup plus et pour lequel je trouve il n'y a pas assez de questionnement, même de la part des historiens. Et je vais l'illustrer de manière très simple, c'est que si on considère cette période de construction de la Grande Pyramide, donc moins 2500, avec, moi je suppose, des données astronomiques qui peuvent dater de quelques siècles avant, donc aux alentours des moins 3000, c'est pourquoi à la même époque, on fait
le site où on a, alors je ne sais pas si on peut dire des pyramides, mais des temples, oui, des sortes de pyramides tronquées à Caral, même époque. Même époque, les peuples sont pas censés être connectés, pourtant, moins 3000, on a aussi des gens qui font des constructions gigantesques. Stonehenge, c'est la même chose. Stonehenge, c'est à peu près cette datation-là, hein, c'est à peu près moins 3000. Pourquoi, à la même période, sur des points totalement éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, voire dizaines de milliers de kilomètres, on a fait au même moment les monuments les plus gigantesques qui soient sur la planète. Moi, ça, c'est vraiment une grosse, grosse question que je me pose. Salut Yann, bah, faudra qu'on se parle, oui, il n'y a pas de souci, il faudra qu'on se parle, ok. Euh, Alors, Ashur Titus qui nous dit une question, pourquoi il n'y a aucun hiéroglyphe sur les pyramides alors que c'est connu que les Égyptiens aiment décorer leurs monuments? Une explication, merci. Alors, on va faire la part des choses, c'est que donc des hiéroglyphes dans la pyramide, il y en a, c'est sur les blocs dans les chambres de décharge. Donc ça c'est une chose, mais effectivement, il n'y a pas de les coffres ou les chambres soi-disant funéraires ne sont pas gravées. Et ça c'est une vraie question auquel moi j'entends certains historiens, en tout cas certains détracteurs m'expliquer que bah, à l'époque, on faisait pas ça, on ne décorait pas comme ça les coffres, donc c'est juste une question d'époque, auquel je répondrais, bah, c'est faux. C'est faux, et l'exemple tout simple, c'est que le fils aîné de Khéops, qui est mort avant Khéops, il a eu sa tombe dans la vallée de Gizeh, et son coffre est en granit, comme celui de son supposé de son père, et il est clafi de hiéroglyphes, donc il est décoré. Sa fille, une de ses filles morte après lui, a aussi son coffre en granit gravé de hiéroglyphes. Donc pourquoi on a à la même époque, pourquoi Khéops, le fils de Khéops, il avait ses décorations, ses hiéroglyphes, etc., ses formules magiques ou je ne sais quoi, ses enfants, oui, et pas lui. Ça c'est un truc qui me laisse à moi toujours à penser que cette pyramide n'est pas le tombeau de Khéops. Alors ça pour le coup, là pour le coup, j'ai toujours pas changé d'avis sur ça. Donc ça c'est une question. Voilà, il y a deux. En plus j'allais en parler, donc merci de l'avoir posé, Titus. C'est pourquoi on construit des trucs gigantesques à la même période, en moins 3000 sur des points complètement déconnectés du globe ou supposés être déconnectés, et un peu question subsidiaire, pourquoi Khéops il n'a pas fait graver son sarcophage alors que ses enfants ils ont des sarcophages en granit gravés. Et j'ai pas la réponse. Et que je sache, les historiens n'ont pas les réponses à ça. Donc voilà, faut reconnaître qu'on n'a pas les réponses à tout, loin de là. Bon, ça fait 1h10 qu'on est là. On avait prévu 1 heure d'émission. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. Donc Yann, il n'y a pas de souci. Bah, n'hésite pas à me contacter, hein. Tu as mon contact WhatsApp. Tu me contactes et puis on discute de ce que tu veux, ce que tu as trouvé a priori. Avec plaisir. Si c'est pas le tombeau de Khéops, c'est quoi ce machin? Alors, moi j'ai mon hypothèse, voilà, actuelle. Dans la dernière émission sur Monde Mystérieux, j'ai appelé ça le temple de l'élévation. Je pense tout simplement que c'est un ouvrage de par sa constitution en pierre et son sarcophage en granit qui permettait de faciliter les sorties de corps, les voyages astraux. Voilà. Et je suis persuadé, mais peut-être que je me trompe complètement, que en m'intéressant, ce que je ferai alors je vais dire plutôt les années à venir, qu'en m'intéressant au texte des pyramides, en s'intéressant au texte des pyramides, notamment ce qu'on appelle faussement le livre des morts égyptien et qu'en fait ça s'appelle le livre de la sortie hors du jour, ou vers le jour, je ne sais plus. Voilà, je pense que
comme on le sait aujourd'hui, il est possible de faire des sorties de corps, des sorties astrales, de se décorporer et de se balader un peu comme on veut, où on veut. Je pense que les Égyptiens avaient cette capacité, comme l'avaient tous les peuples premiers, via notamment les chamans. Donc moi, mon hypothèse actuelle, qui est pas fondée définitivement, c'est que voilà, ils accordaient une assez grande importance, on le sait, à l'au-delà. Mais pour moi, c'est pas que à l'au-delà après la mort, mais aussi à l'au-delà du vivant des personnes qui faisaient les expériences dans les sarcophages. Et je pense que la pyramide servait à ça, que les coffres du Sérapéum servaient à ça, et que sans doute c'était réservé à une certaine élite. Et même si ça prouve rien par rapport à ce que je dis là, l'idée que c'est ce qu'on appelle ces sarcophages n'ait pas servi de tombeau, pour moi, elle est pleinement validée dans la pyramide de Képhren. La pyramide de Képhren, elle a un sarcophage qui était à l'identique de celui de Khéops. Sauf que le problème avec Khéops, c'est qu'il a été détruit. Il y avait le système de verrouillage du... Alors déjà, le couvercle a disparu, et le système de verrouillage en queue d'aronde a disparu. Par contre, Képhren, il est complètement intact. Et on a exactement les mêmes systèmes que le coffre de Khéops, avec des trous qui permettaient le verrouillage. Et on sait que pour Képhren, en fait, ces trous n'ont pas été utilisés. Donc, il n'y a jamais eu de verrouillage du coffre de Képhren. Donc, en gros, il n'y a rien qui prouve qu'il y ait qui que ce soit qui ait été enterré au moins dans le coffre de Képhren. Donc si ça servait pas de sarcophage, à quoi ça servait? Moi je pense que ça servait à enchaîner les sorties astrales et du coup bah, il fallait pas verrouiller le coffre pour ça. Voilà, bon j'ai fait une réponse assez longue, j'ai assez... Est-ce possible que les pyramides soient là avant les Égyptiens et qu'il s'agit d'un réemploi? Bah, entre l'émission sur les glyphes de Khufu de William, le développement qu'on a fait dans le live et puis l'émission qu'on a fait ce soir, bah, la réponse est non. Pour nous, non. Il n'y a pas de, il y a pas de pensée, de raison de penser qu'il y a réemploi. Et je le répète encore une fois, il n'y a pas que les pyramides, hein. Il y a tout l'ensemble de Gizeh va ensemble par le savoir-faire, l'architecture. Les mastabas vont avec les pyramides satellites qui vont avec les trois pyramides principales. Donc il n'y a pas de trace de réemploi en fait. Il y a pas, même les histoires de mortier, ben, en fait, ils s'en servaient de mortier un petit peu. Bien Ils sûr. s'en servaient hein, à l'époque. Hein. De stuc et de plâtre, Oui, oui. on en trouve partout. Il y a beaucoup d'idées reçues à balayer. Voilà. Et si vous voulez Tout à fait. vraiment tendre vers la vérité, c'est un bien gros mot la vérité, mais si vous voulez tendre vers le factuel, le tangible, le vrai, le bon, le vrai, le juste, et je ne sais plus comment on dit, le faux, si vous voulez vraiment tendre vers ça, il faut se débarrasser des idées préconçues et des croyances, tout simplement. Et c'est votre droit de ne pas vouloir le faire. Mais venez pas échanger avec des gens qui apportent des éléments. Ou alors faites votre propre travail de recherche et ensuite venez confronter vos idées. Et ça sera avec plaisir. Hein. Enfin, moi, soit sur les glyphes des chambres de décharge ou sur le papyrus de Bérère, c'est avec plaisir, avec des éléments. Quoi. C'est juste pour me dire, Pierre Tallet ne sait pas lire les hiéroglyphes. Bon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Enfin, pour moi. Enfin, c'est pas constructif, je veux dire. C'est pas l'intérêt, c'est pas constructif. Oui, d'accord. Mais c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, je dis, si vous me joignez sur mon Facebook, Will William, je peux vous finir tous les documents que m'a fourni Alexis Sédou. Avec un grand plaisir. On les mettra en commentaire. Pas en commentaire, on les mettra en descriptif. Ceux qui veulent aller regarder, on y mettra. Voilà, et puis j'ai fait pareil pour les glyphes de Khufu. Personne ne m'a absolument rien demandé, absolument rien, pas une seule personne. C'est dommage parce que c'est vraiment en regardant qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de faute, qu'il y a des glyphes partout, et on peut même les traduire entre guillemets. Enfin, c'est vraiment en regardant qu'on fouille. Enfin, chercheur, c'est chercher, quoi.
C'est pas juste écouter des vidéos sur YouTube. Je le répète. Mhm. C'est vraiment chercher par soi-même et se faire son avis par soi-même, pas à travers les yeux de machin, Paul ou Jacques. Je trouve ça pas très scientifique comme recherche. Alors, Pomme d'Or, toujours, donc Yann, qui pose la question, les Égyptiens connaissaient la taille des planètes du système solaire, du coup? Donc, est-ce qu'ils connaissaient la taille des... bah, je, je suppose que oui, pour l'instant, là où j'en suis de mes recherches, avec mon histoire de planétarium de Gizeh, que je veux bien voir réfuter avec des arguments, ben, ça laisse à penser qu'effectivement, ils connaissaient la dimension des astres. Alors après, je fais la distinction un petit peu comme par rapport à la religion entre, moi je suppose, une partie des prêtres qui connaissaient peut-être l'existence de plus, comment dire, des données plus scientifiques sur les astres, et puis le peuple qui ignorait peut-être ces choses-là. Et peut-être que c'est dans tout, d'ailleurs pour ça qu'on a plus de traces. Voilà. Moi, avec mon histoire de planétarium et tout ce que je constate, il y a tellement de hasards qui tendent vers des données astronomiques que oui, ça me laisse à penser qu'ils le connaissaient. Après, pour ceux qui douteraient de ces connaissances-là, bah, je dirais qu'une chose, c'est que les Grecs, à partir du 3-4e siècle avant Jésus-Christ, certains Grecs euh, ont su assez bien définir la taille des planètes, enfin la taille de la Terre, de la Lune et du Soleil. Et que je sache, ils n'avaient pas des moyens bien différents de ce que pouvaient avoir les Égyptiens pour le savoir. Et en plus de ça, ces Grecs sont allés en Égypte pour apprendre auprès des prêtres pendant des années et des années. Donc on peut parfaitement imaginer qu'il y ait eu un transfert de connaissances et que c'est un transfert qui était un peu sous le manteau, quoi, qui s'est pas fait ouvertement, dont on n'a pas réellement de traces. C'est pas complètement ridicule de penser une chose pareille. Euh, Je comprends pas, Loupe, où tu veux en venir. Quand tu dis c'est pas vous qui l'aviez dit, je sais pas de quoi tu parles. Voilà, je sais, faut être honnête, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas, j'ai bien compris que t'es pas très satisfait par ce qu'on vient de dire, mais encore une fois, bah, ils sont où tes arguments? Ils sont où tes arguments? Moi, je les reçois avec grand plaisir. Mais ils sont où? Tu me dis, viens voir sur mon site, mais ils sont où tes arguments? J'en veux un principal qui peut me faire douter. C'est avec grand plaisir, j'adore douter. Un débat avec Grimaud, bah, je sais pas si je crois que je l'ai déjà dit, un débat avec Grimaud, on voulait en faire un. J'ai été en contact avec lui l'année dernière où il semblait chaud pour le faire et puis au final, j'ai jamais eu de nouvelles. Jamais eu de nouvelles jusqu'à ce qu'il annonce qu'il allait parler du planétarium dans son prochain film. Donc j'attends avec impatience LRDP2. Mais voilà, il n'y aura pas de Jacques Grimaud sur la chaîne, je pense pas. Bon, bah voilà, on va arrêter là, je pense. On Ouais, va arrêter là. Loupe, hésite pas, commentaires, messages privés. Si t'as des arguments, c'est juste dommage de ne pas en avoir au moins un là, ici. Parce que voilà, la contradiction, moi, ça me pose pas de problème. Mais après, il faut quelque chose de tangible. J'ai bien compris qu'a priori, tu as des choses à proposer sur des sens cachés des hiéroglyphes. Mais moi, je dis pourquoi pas. Je l'ai dit moi-même qu'il n'est pas inenvisageable qu'on n'ait pas tout le sens des hiéroglyphes. Par contre, on a des bases. On a des bases solides sur les hiéroglyphes. Voilà, il y a quand même. Je vois pas pourquoi on jetterait. Encore une fois, pourquoi jeter tout ce qui a été établi, renforcé une succession d'historiens, d'égyptologues, et le remplacer par un truc comme ça, sorti du chapeau. Parce que dès qu'on parle d'hermétisme, c'est bien gentil, mais
c'est quoi l'aspect tangible derrière? Moi, je renie pas le fait qu'il puisse y avoir des enseignements cachés dans tel ou tel texte, dans tel ou tel ouvrage ou je ne sais quoi. Mais je veux dire, ces deux éléments doivent être complémentaires. Toujours comment dire, cette manie de vouloir dégager un savoir pour le remplacer par le sien parce qu'on l'estimerait plus valable, alors qu'il faut plutôt voir du côté de la complémentarité, au bout d'un moment, ça me fatigue en fait. Euh, Ben écoute, Loup, n'hésite pas à mettre le lien vers ta vidéo. Il n'y a pas de souci. Bah après, bon, voilà, ça commence à tourner à l'échange personnel, donc on va arrêter là. William, je te laisse peut-être un mot de la fin. Petit mot de la fin, bon, rapide, juste que, comme d'habitude, je fais mon travail enfin, je travaille avec beaucoup de rigueur. Je travaille avec mon cerveau, donc je suis pas non plus, je suis pas Einstein, mais je fais ce que je peux. J'essaie de traduire les glyphes. J'essaie de vraiment aller au profond des choses. Et je le fais avec le cœur et je m'en fous, mais complètement de qui étaient les bâtisseurs. Je suis content de savoir enfin aujourd'hui qui ils sont, parce que ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est pas eux, mais en fait c'est eux. Mais quelque part, je m'en fous. J'aurais découvert que c'était les aliens. J'aurais dit putain les gars, c'est les aliens bordel. Mais c'est pas le cas. Voilà. Moi j'ai envie d'arrêter de rêver tout simplement. Voilà. Bon, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours une place au rêve, bien évidemment. Je suis un grand rêveur, je suis un grand enfant. Mais je trouve que déjà, ces pyramides sont déjà assez fantastiques, je trouve. Et ce peuple est complètement hallucinant, beau. Enfin, les temples, les sculptures, tout est superbe. Tout est superbe. Donc moi, ça me suffit amplement. Et je crois qu'on est à, on les connaît, on connaît peut-être 20 ou 30% de qui était vraiment l'Égypte antique. Comme la Grèce antique, hein, d'ailleurs. On connaît la Grèce antique par rapport aux Romains, pratiquement. Donc c'est vraiment l'Antiquité, je les trouve passionnants, je les trouve beaux, je les trouve. Moi j'ai vu j'allais dire des centaines de sites, mais c'est faux. J'ai vu des dizaines de sites, je me suis promené sur les dizaines de sites les plus beaux, et à chaque fois putain, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils avaient comme amour, qu'est-ce qu'ils avaient comme savoir-faire et comme respect de l'environnement. Voilà. Donc moi ça me suffit amplement. Ça marche. Ça marche. Bah, je te disais que je te laissais le mot de la fin, mais en fait, c'est moi qui vais avoir le mot de la fin. Euh, pour annoncer que je ferai un live la semaine prochaine. Alors, je l'annoncerai sans doute sur une petite vidéo que je ferai au tableau pour répondre plus spécifiquement aux détracteurs mon fameux planétarium de Memphis ou planétarium de Gizeh. Et je reviendrai en détail sur tout l'historique de ma découverte, juste pour éclaircir certains points, parce que il y a quelques personnes qui ont tendance à me dire que je cherche ce qui m'arrange, je cherche ce que je veux, un peu comme je veux. Donc, alors que c'est pas, ça a jamais été ma démarche. Donc ça, j'essaierai de l'expliquer. En fait, j'ai jamais cherché à découvrir quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça. C'est arrivé d'une façon très très particulière et mon cheminement est assez particulier. Et ensuite aussi écarter l'idée que, comme on peut me le dire parfois, qu'avec les trois pyramides enfin avec trois points pris au hasard, on peut faire systématiquement coller les trois orbites des trois premières planètes du système solaire. Voilà, ça c'est facile à dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec trois points, mais c'est faux. Et même si voilà, je ne suis pas un mathématicien, je vais essayer de manière simple de l'illustrer, tout simplement. Donc voilà, montrer comment non, on dessine pas un système solaire comme ça avec trois points au pif. Et encore moins quand ces points-là, eh ben, en fait, ils ont du volume pyramidal. Et puis je développerai un petit peu certaines choses par rapport à une chronologie de mes différentes découvertes depuis presque 2 ans.
Voilà, voilà. Donc, émission sans doute mardi ou mercredi prochain sur le planétarium de Memphis. Une petite présentation, mais surtout voilà, des questions. Donc, j'en appelle aux détracteurs, j'appelle voilà, principalement ceux qui sont pas d'accord avec mon planétarium, avec des arguments. Et voilà, je vais essayer d'éclaircir les choses par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Et Alan Baker, en attendant, on s'attaque à nos droits fondamentaux. Alors les pyramides, oui, je suis assez d'accord avec toi. Depuis un an et demi, avec la situation sanitaire, etc., j'ai souvent ce questionnement-là de me dire mais pourquoi je m'intéresse encore à ces pyramides, tout ça. Il y a sans doute mieux à faire, mais il y a toujours un petit peu moi j'ai toujours un petit peu de temps libre à y accorder. Mais je suis d'accord, c'est loin d'être ma priorité, les pyramides, hein, faut pas. Mais bon, voilà, il faut savoir s'octroyer un petit peu de temps pour ce qui nous passionne, hein. Et puis t'inquiète pas, ça va bien se passer, hein, t'inquiète pas. Tes droits, tu vas pouvoir les défendre, on va pouvoir se fédérer et ça va pas si mal se passer que ça. Il va falloir être patient et puis persévérant et courageux. Bref, bon, sur ce, je vous salue tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, et n'hésitez pas, poussez, commentez. Loupe, et n'hésite pas à faire l'effort de laisser un commentaire où tu pourrais résumer ta pensée. J'ai bien compris que tu avais comment dire, des choses à apporter sur l'aspect lecture hiéroglyphique. Mais encore une fois, ça c'est juste un des aspects de ce qu'on a pu parler. Ça n'empêche pas que ce soir, on a montré encore une fois qu'il y a de fortes chances, voire allez, on va dire 99,99% de chances, que cette pyramide elle ait été commandée pour Khufu et qu'elle ait été construite il y a 4500 ans. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Sur ce, Et moi, je veux bien que ce monsieur nous contacte parce qu'il a l'air de lire les hiéroglyphes. Dans ces cas-là, on pourrait faire le travail ensemble, c'est décrypter le journal numéraire. Que s'il dit que la lecture est mal faite, ça veut dire qu'il sait lire. Donc, s'il sait lire, s'il te plaît, aide-moi. oui, Parce que oui, s'il y a on va faire du tout bon à fait. boulot. Là. On va faire du très bon boulot. Tout à fait. Bah, Ça à va être commencer génial. par les glyphes de Khufu, puisque moi, ça me laisse à penser que éventuellement les glyphes, les différents noms de Khufu pourraient signifier autre chose. Et moi, ça pourrait m'intéresser parce que William en a déjà discuté. Moi, je me suis posé la question et je me la pose toujours. Alors on a le terme de l'horizon de Khufu, mais est-ce que Khufu, est-ce que ça pouvait pas être plus qu'un pharaon ou peut-être pas du tout un pharaon, mais plutôt le nom de la pyramide en elle-même. Enfin ça, moi je j'écarte pas l'idée, hein, définitivement, hein. Après, il y a bien eu quelqu'un qui était un roi et qui a géré la construction de cette pyramide. Mais s'il y a des On ne mettrait pas le nom d'un pharaon sur une céramique qu'on trouve à 5 bornes ou 6 bornes. Enfin, pour moi, c'est un pharaon, c'est le cartouche, c'est réservé au pharaon. Il a la couronne de la Basse-Égypte. Pour moi, c'est un pharaon, il y a pas tant de Ouais, trucs. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends la liste de Manéthon, bon, tu retrouves bien la succession des pharaons dynastiques. Après, tu as la période pré-dynastique où tu es censé avoir ce qu'il appelle les demi-dieux, et avant lui, les dieux. Ouais. Et tous ces aspects dieux, divinité, moi, je ne suis pas certain que c'était vraiment des êtres humains. C'est peut-être plus des mythes qu'autre chose. Et j'aimerais bien savoir à quel moment on sort du mythe définitivement pour rentrer dans la période historique. Il y a peut-être une période de Ouais, flottement qui fait que tout cette à période fait. particulière, notamment de la première à la quatrième dynastie, eh bien, il y a encore un mélange de mythes et de personnalités qui ont réellement existé. Voilà, ça, moi, j'écorte pas du tout. En tout cas, Loup, voilà le- comment dire, le message est lancé. Si tu veux continuer à échanger avec nous, si tu as des éléments à nous apporter, notamment sur ces hiéroglyphes, papyrus de Mérer, etc., eh ben, on est preneur, il n'y a pas de souci. Si ça doit faire une Ah, émission bah, un supplémentaire, traducteur, ça serait le rêve. C'est le rêve. ça fera une émission supplémentaire. Voilà. Arrêtez de penser, nous dit Annie. Oui, on va arrêter pour ce soir.
Et ben, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, même heure, je reviendrai un peu plus en détail sur le planétarium de Memphis. Merci de nous avoir suivis, merci William, et puis à très bientôt. Salut, salut, Merci Fred, salut à tous. ciao. Ciao.